Moi, je suis très en colère sur cette journée du handicap où en fait, on choisit quelqu'un qu'on balade toute la journée. Alors ça, on a des belles stories, on a des beaux posts, mais derrière, on te dit très gentiment, non, ça va être trop lourd à gérer. Moi, j'ai eu un client il y a quelques années qui imaginait que l'Europe était un pays. Moi, mon rôle, c'est de leur donner, de les conseiller et de leur crier dessus. Moi, je suis payée pour crier sur les grands. C'est comme quand on se met au régime. Si tu sais pas le nombre de kilos que tu veux perdre avant, ton régime, il marche pas. Arrêtez de me regarder les tutos YouTube de pseudo-influenceurs, et je vais rester correcte, qui n'ont jamais fait d'immobilier de leur vie et qui, au bout de 6 mois, sont à Dubaï, ne sont pas référencés. Vous ne retrouvez pas le nom des sociétés. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Au-delà des briques. On pense souvent connaître les figures de l'immobilier à travers leurs posts LinkedIn, leur intervention publique, mais derrière l'expert, il y a l'humain, il y a ses failles, ses combats, ses victoires silencieuses. Aujourd'hui, je reçois une personnalité rare dans l'immobilier. Forcément, vous avez dû voir passer son profil. Elle est une des voix les plus influentes du secteur. Elle conseille des dirigeants de l'immobilier aux 4 coins du monde, de l'Asie aux États-Unis, via sa société Realtech. Il s'agit de Julie Doirin. Mais Julie, ce n'est pas que ça. C'est aussi une femme engagée, sans langue de bois, qui se bat pour une vision plus éthique, plus inclusive de notre métier, qui est l'immobilier. En ce mois dédié au handicap au sens large, elle a accepté de lever le voile sur une partie de sa vie qu'elle expose peu, son statut de travailleuse handicapée, de la résilience que cela implique. Julie, bienvenue dans le podcast Au-delà des briques. Bonjour Xavier, merci de me recevoir. Julie, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît ? Bien sûr, je m'appelle Julie Doirin, je suis née en Bretagne, ça fait une 20aine d'années que je fais de l'immobilier, alors j'y suis revenue puisque je suis fille d'un agent immobilier. Donc mon premier état des lieux, j'avais 14 ans. Je dédie ma vie à tout ce qui touche à l'habitat, au bâti, à la construction, à l'immobilier, à la gestion location et à la PropTech. Très bien, et ça c'est un peu ton parcours rapidement. Alors tu sais, dans Au-delà des briques, on a une petite préface, je dis toujours une petite parenthèse. J'aime bien demander avant de parler business, j'ai une petite passion, le Japon, les mangas. Et si tu étais un personnage de manga, tu serais qui ? Alors, je tiens à te dire quand même que tu m'as mis en difficulté. Je mets tout le monde en difficulté sur ce sujet. Ça n'est pas forcément ce que je lisais. Par contre, en faisant des recherches, je me suis dit, mais finalement, certains dessins animés que je regardais enfant font partie du monde des mangas. Donc, je vais te répondre, la plus connue en tant que femme, Sailor Moon. Ah, ok, comme ça. Donc, un petit côté justicière. Un petit côté, exactement. Je peux aider les gens. Ça, c'est important pour toi, ça veut dire, mais aussi quelque chose avec la droiture, la justice et l'équilibre. Exactement. Ah, on dira ça. Alors, justement, on va parler d'invisible, de force et de résilience. On va commencer par ce qui ne se voit pas, justement. Voilà, nous sommes en plein mois de la sensibilisation sur le handicap. Et c'est un sujet souvent tabou dans le monde de la performance dans les entreprises, que ce soit pour les femmes et pour les hommes. Tu as une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Moi-même, je ne le savais pas. C'est au hasard d'une conversation. C'est quelque chose que peu de gens savent de toi. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es devenue travailleuse handicapée ? Alors c'est dans le cadre de mon exercice, il y a quelques années, je remplaçais un de mes confrères qui pour une fois avait la garde de son fils, qui me contacte la veille pour le lendemain pour le remplacer sur un rendez-vous. À l'époque, je vivais dans Paris Intramuros et le rendez-vous était dans l'arrondissement qui était juste à côté d'une autre. Et donc je me déplace à 9h du matin, pomponnée, en représentation. Donc ça veut dire que c'est quelque chose dont tu n'es pas né avec, c'est quelque chose Exactement. qui t'est arrivé pendant ta carrière professionnelle. C'est un accident. D'accord. Pomponnée, je vais signer. Et pour tous les gens qui vivent dans les grandes villes et qui ont accès au transport en commun, notamment nous les femmes, on sait pertinemment qu'on change régulièrement de chaussures. Donc ma paire de Converse... Mais maintenant les hommes aussi. Aussi, et parce que les chaussures font mal et qu'on marche beaucoup dans l'immobilier, quoi qu'on en dise. Donc j'avais eu le temps de changer mes chaussures et je tombe en face d'un jeune homme qui essaie d'attraper mon sac. Et j'ai fait une grave erreur, je ne l'ai pas lâché. Et j'ai dévalé 25 marches et c'est ma tête qui a cogné par terre. Je me suis relevée devant une famille d'Américains qui venaient visiter Montmartre, parce que c'est la station en face de Montmartre. J'ai pris dignement mes affaires avec mon collant élimé, et au bout de 2 stations, je ne sentais plus ma jambe. Les semaines se passent, je commence à être très mal, c'est la période aussi où moi je décide d'avoir un enfant. Et je mets la nausée sur le compte de cette tentative de maternité. Et puis un matin, je suis fatiguée. Et je vais voir mon généraliste, qui est l'homme qui m'a sauvé la vie, qui me dit « Je te connais depuis que tu as 24 ans.
t'as quand même une sale tronche. Il l'a pas dit comme ça, mais bon, c'est ce que ça voulait dire. Et moi, j'ai un de mes parents qui est décédé d'un cancer du pancréas. Donc, on est très suivis depuis cette période-là. Et qui me dit que j'ai une sinusite, mais que je vais quand même aller passer, en fait, un scanner. Je fais de la sinusite depuis que je suis toute petite. On ne passe pas de scanner, on n'est pas arrêté 15 jours pour ça. Je vais passer mon scanner au bout de l'avenue Jean Jaurès. Et là, mon téléphone sonne, j'attendais les résultats, puisqu'à l'époque, on vous donnait les résultats. Et il me demande où je suis. Il me demande de poser la bouteille d'eau que j'ai et il m'explique que mon cerveau est en train d'imploser. Et qu'il faut m'opérer très rapidement et tenter une valve cérébrale. Et donc, on m'a percé la boîte crânienne. J'ai comme une puce derrière l'oreille, donc je suis une femme bionique. J'ai 3 mètres de tuyaux dans le ventre qui drainent le liquide céphalo-rachidien. Quand la valve est mal réglée, on me remonte comme une poupée mécanique pour que mon cerveau puisse avoir... À nouveau être irrigué. C'est comme un aquarium. Donc, si on n'a pas la bonne densité eau et cerveau, ça ne fonctionne pas. Mais je crois que naturellement, ça arrive à certains enfants. Bien sûr. Ouais, c'est un terme, je ne sais plus le nom exact. Hydrocéphalie. Voilà, hydrocéphalie, tout à fait. Donc, je suis devenue hydrocéphale par accident à l'âge de 30 ans. L'année de mes 30 ans, j'ai fait 6 mois la fête, 6 mois d'hosto. Voilà. La première opération ne fonctionne pas. Le tuyau s'en mêle. Et là, je perds tout mon côté droit, qui n'a plus aucune sensibilité. Je ne marche plus. Je remets 1 an et demi à marcher. Je n'écris plus. Et commence le parcours du combattant. Et c'est là que je découvre les fameux papiers de la MDPH, les déplacements. Et à l'époque, c'était la Cotorep même. C'était même pas la MDPH. Et de savoir comment ça se passe, et je découvre une multitude de Français et de Françaises qui ont des handicaps invisibles. Je découvre que l'asthme est un handicap. Je découvre que le mal de dos est un handicap. Et là, c'est l'ouverture vers tous les possibles. Et tu découvres également la lenteur administrative, parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que tu ne peux pas avancer de frais, si tu veux être par la suite pris en charge et remboursé, tu as à peu près un délai de 24 mois pour faire un dossier à l'époque à la Cotorep. Il faut rencontrer plusieurs spécialistes, les assurances s'en mêlent, et puis tu as un pourcentage de travailleurs handicapés qui est reconnu. Aujourd'hui, tu as un pourcentage qui est de combien ? Alors, moi, je ne suis pas allée jusque-là. Je leur ai dit... À un moment, tu t'es dit, ça suffit. MDPH, c'est bon. Je logeais dans ma première activité immobilière via le logement social des personnes lourdement handicapées physiquement. Et je partais du postulat que comme j'avais réussi à remarcher, puisque je suis tombée sur une kiné qui a fait un travail exceptionnel, que j'avais pas besoin d'avoir... une indemnité, j'ai plus le droit de conduire puisque moi j'ai rendu mon permis, ce qui n'est pas une chose obligatoire en France, c'est-à-dire que quand tu as un problème cérébral, les médecins te disent vous décidez oui ou non de rapporter votre permis de conduire à la préfecture. Donc il y a beaucoup de gens qui conduisent et qui ne devraient pas conduire. Et moi mon permis de conduire, en fait, d'abord j'aimais pas ça, petit, j'étais pas super top. C'était à Paris. Oui. Donc déjà à Paris, bon. Mais on conduit moins. Voilà, mais si tu fais un AVC que tu te tues, c'est ton problème. Par contre, si tu tues quelqu'un, c'est autre chose. Ça ne marche pas. Donc j'ai rendu ça. Et puis après, ça a été une organisation. Et l'hydrocéphalie, il y en a 3 types. Il y a l'hydrocéphalie de naissance, comme tu le disais. Donc par exemple, aux États-Unis, un enfant sur 1000 naît hydrocéphale. Il y a l'hydrocéphalie de la vieillesse, qui vient souvent avec un Alzheimer. Et puis il y a ce qu'on appelle l'hydrocéphalie par accident. D'accord. Et justement, quand on parle d'accident, on a 2 types d'handicap en France. On a l'handicap visible, le fauteuil, le non-voyant, etc. Moteur, voilà, ce qu'on peut également la trisomie, des choses comme ça, où physiquement on peut le voir. Et puis on a ce qu'on appelle les handicaps invisibles. Quelqu'un de muet, quelqu'un de sourd, ça ne se voit pas. Et dans ton cas également, toi, si on ne le sait pas, on ne le voit pas. Et comment tu gères justement, et comment tu as pu gérer dans ta carrière au quotidien, et comment tu as transformé en fait cet handicap en force? Parce qu'en réalité, tu m'as dit tout à l'heure, j'ai pas été jusqu'au bout du processus, je me suis dit à un moment ça suffit. Donc tu t'es réfugié dans quoi? Dans le travail? Est-ce que tu as pris un coach? Comment tu as fait pour te réorganiser dans ta vie au quotidien? Alors, j'ai rencontré un travailleur qui préparait les dossiers pour la MDPH, qui maintenant est parti de Paris, d'ailleurs je lui ai parlé il y a 2 jours, qui m'avait expliqué que c'était une question de choix de dire oui ou non si on avait cette reconnaissance. Moi, à partir du moment où ça m'est arrivé, il y a quand même eu un certain nombre d'années où j'ai dû me remettre d'équerre déjà physiquement, travailler mon cerveau, travailler mon physique. Et ça fait partie des 6 mois que tu avais dit, ou ça a pris bien plus de temps? Ça a pris presque 3 ans. D'accord, pour te reconstruire. Voilà. Il y a eu 1 année complète pour apprendre à marcher. Donc là, j'étais dans des centres de rééducation avec des gens qui sont amputés, avec des gens qui sont paraplégiques,
qui ont un courage. Quand toi, tu as juste une problématique d'hydrocéphalie et que tu as juste une jambe qui marche pas, tu te boostes. Tu peux pas te plaindre. Parce qu'ils ont tellement la banane. Et eux je pense beaucoup plus que... à Axel Alétruc, un peu l'homme aux 1000 visages que j'ai reçu il y a pas très longtemps. Et effectivement, il y a des parcours de vie où tu te dis waouh. Donc ça, pour moi, c'était impossible de ne pas le dire. J'ai toujours beaucoup travaillé et finalement, ma carrière a vraiment ultra décollé après cette période-là. Parce que comme j'avais eu ce temps finalement d'introspection, ce temps de douleur, et puis ça a marqué aussi une séparation. C'est-à-dire pas en bonne santé, et puis on te largue pour ça en plus, tu vois, c'est au bout de 10 ans, donc all inclusive. Donc j'ai tout recommencé à 34 ans. Et je me suis dit, c'est très simple. Il y a du bon et du mauvais partout, il y a des gens intelligents et des abrutis partout. Maintenant, je vais être très égoïste. Je vais faire ce que j'aime faire, je vais dire ce que j'ai envie de dire, et je vais casser des gens à qui on avait dit on veut pas de toi parce que tu as un cancer, on veut pas de toi parce que tu viens pas du bon milieu social, on veut pas de toi parce que tu es en fauteuil. Et ça a marché. Oui, donc tu t'es dit à un moment, la priorité, pour la première fois, ça va être moi. Oui. Et quand on se dit que la priorité, pour la première fois, ça va être soi, comment on fait, justement, parce qu'on le sait très bien aujourd'hui, pour les dirigeants, il y a des dirigeants d'entreprise qui ont des handicaps qui sont non visibles comme toi, et à côté de ça, il y a aussi des travailleurs, qui sont RQTH, qui sont ce qu'on appelle ça y est, j'ai un trou de mémoire, QTH, reclassement travailleurs handicapés, qualification travailleurs handicapés. Voilà, je vais y arriver. Comment, justement, dans les entreprises, on fait en sorte qu'il y ait plus de personnes en situation de handicap qui soient embauchées. Alors bien sûr, on parle que l'État a mis en place des quotas, des choses comme ça. Pour autant, dans les faits, est-ce que c'est vrai ? Moi, je le vois beaucoup, par exemple, avec des personnes qui sont en situation de handicap, qui travaillent dans des ESAT aujourd'hui. Oui. Mais malheureusement, les ESAT sont confrontés à des vraies problématiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir des contrats, même s'il y a des aides, ils sont obligés d'avoir du volume et de respecter des délais. Et tous les handicaps ne peuvent pas se permettre de respecter des délais. Donc c'est compliqué quand même dans notre pays. On aime se compliquer les choses en France. C'est-à-dire que moi, je suis très en colère, et j'en profite puisque tu me reçois, sur cette journée du handicap où en fait, on choisit quelqu'un, qu'on balade toute la journée. Alors ça, on a des belles stories, on a des beaux posts, mais derrière, on te dit très gentiment, non, ça va être trop lourd à gérer. Alors que tu as quelqu'un dans le même bureau qui a de l'asthme, qui a la même reconnaissance, et à qui on ne dit rien. Il y a handicap et handicap. C'est-à-dire que, tout à l'heure, on vous parlait de handicap visible et invisible. Moi, j'ai quand même l'impression que dès que c'est visible, ça dérange. Alors, je trouve, en tout cas, que le visage, c'est moins dérangeant qu'à une époque. C'est-à-dire que, moi, j'ai une quarantaine d'années, il y a 25 ans en arrière, oui, quand tu rencontrais quelqu'un qui avait un handicap physique, tu marquais un arrêt. Mais c'était pas forcément pour se moquer ou quoi que ce soit, tu marquais un arrêt parce que tu marquais un arrêt important qui est la différence. Et dans notre pays, la différence gêne ou gênait. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est moins le cas. Ou alors c'est en façade, en tout cas. Mais c'est moins le cas. Moi, je pense que c'est de la façade. Alors, parce que, rappelle-toi quelque chose, il y a 20 ans, on parquait les personnes en situation de handicap, et je dis bien le mot parquet. Ils avaient une structure, on les mettait en IME, Institut médico-éducatif, puis ils allaient en IMP, Institut médico-professionnel, puis ils allaient en CAT qui sont devenus des ESAT, et quand ils ne pouvaient plus travailler, ils allaient en foyer de vie. Aujourd'hui, justement, on ne construit plus d'IME, c'est très compliqué, donc on a tendance à mettre des personnes qui sont en situation de handicap, des jeunes enfants, dans le milieu scolaire classique, dans des classes de CP, avec des auxiliaires, etc. Sur une partie de certains handicaps, je dis oui. Je trouve ça très bien. Sur une autre partie, je trouve qu'on ne s'est pas adapté et que malheureusement, on n'aurait pas dû arrêter de construire des IME. Mais tu vois, je trouve quand même qu'aujourd'hui, les jeunes générations qui sont en CP, CE1, ils grandissent avec des personnes qui sont différentes. Ce qui n'était pas notre cas il y a une vingtaine d'années. Alors moi, j'ai grandi justement avec des gens différents en CP. Une de mes amies d'enfance était trisomique, donc en CP, et un autre de mes amis avait la mucoviscidose, donc je pense à eux là-haut. Moi, mes premières années d'école en France, on était mélangés. Et quand je suis arrivée, après le décès de mon père en Bretagne, j'avais beaucoup de mal à comprendre
que il n'y ait pas cette même mixité tout à fait normale, représentative de la société. Après, je te rejoins. C'est-à-dire qu'il y a quand même, pour certains de nos compatriotes, des maladies, des handicaps, des situations qui font que, oui, ils ont besoin d'un accompagnement plus poussé, ce qui ne veut pas dire, et là je trouverais ça très intéressant, qu'il y ait des mélanges, une journée avec les petits copains, dans une école. Et c'est ce qu'ils essayent de faire. On ne peut pas dire que ce ne soit pas le cas. En tout cas, actuellement, c'est ce qu'ils essayent de faire. Après, c'est très difficile parce qu'une enseignante qui est en CP, elle n'a pas été sensibilisée à cette gestion-là. Donc formée. Et pas formée. Et on en revient toujours à la même chose et on va faire un point sur l'immobilier. La formation, c'est la clé. Alors, si je parle un petit peu de quelque chose, 26 ans, boum, ça t'arrive. 30 ans, tu te dis à un moment, je remets ma carrière en branle différemment. Et je vais penser un peu à moi. C'est l'année de tes 30 ans, d'accord ? Et auquel cas, tu te dis, comment je vais faire de cet accident une véritable force ? Et là, tu te mets directement au service des grands dirigeants. Tu fondes une structure qui s'appelle Realtech. Et c'est pas une agence classique, c'est une société de conseil, on va dire, stratégique, qui est assez pointue. Et pour le coup, la première question, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est quoi Realtech ? Alors, Realtech RT, c'est la seule société de conseil stratégique visible et incarnation au monde. Donc, il y a une partie très technique sur les business plans, sur de la stratégie. Tu as une partie, et ça, c'est des demandes clients, où on va apprendre à communiquer, et puis tu as une partie visibilité. Alors c'est parti de quoi ? Ça a été très simple, ça c'est pendant la Covid. Plusieurs sociétés américaines qui me connaissaient, puisqu'à l'époque je représentais en vice-présidente une société américaine en France, m'ont demandé de commencer à étudier des startups qu'ils avaient envie de dupliquer en Europe. Parce que Realtech aussi, souvent, sur la dizaine de clients par an, t'en as 8 sur 10, c'est une marque qui souhaite aller d'un continent à un autre ou d'un pays à un autre. Donc ils ont besoin de quoi ? Ils ont besoin de comprendre l'écosystème du pays dans lequel ils arrivent, mais l'écosystème au global, l'écosystème immobilier, la réglementation. Oui, les subventions possibles Voilà. avec les pays, sur notamment les apports fonds propres quand on part à l'étranger. Exactement. Qui sont les clients ? Quelles sont nos habitudes de consommation par rapport à l'immobilier ? Exemple, moi j'ai eu un client il y a quelques années qui imaginait que l'Europe était un pays. Arrivant des États-Unis. Alors, pas du tout. La Belgique a sa réglementation et son histoire immobilière, l'Italie également, la France également, l'Espagne également. Donc, il s'est cassé le nez. D'accord. Et puis après, tu as toute cette partie comment on communique. Quand on est américain, on ne peut pas communiquer à l'américaine si on amène une société en Allemagne, en France, en Italie. Et ça, c'est une vraie question pour moi, parce que tu as eu à ce moment-là des dirigeants de tout profil et de tout pays. Oui. Ton rôle à toi, c'était quoi, justement ? Moi, mon rôle, c'est de leur donner, de les conseiller et de leur crier dessus. Moi, je suis payée pour crier sur les grands. D'accord. Donc ça, c'est un kiff. Alors, c'est pas mal. Alors, je crie avec... En plus, en étant une femme dans l'immobilier, c'est d'autant plus intéressant, avec tout ce qu'on a pu entendre et connaître au fur et à mesure des années. Ça veut dire qu'en réalité, tu étais la personne qui était là pour les bousculer, Exactement. Leur faire prendre de la hauteur, les conseiller là où personne n'osait aller, ou, par une posture, une figure, les personnes n'osaient pas faire. Et tu penses que si tu n'avais pas eu justement cet handicap, l'année de tes 30 ans, tu aurais pu aller jusqu'à là, ou c'est une force intérieure qui t'a dit « je vais créer ça » ? Moi, j'ai toujours eu un rêve que j'ai pas réalisé, mais que je vais réaliser différemment. Le plus grand rêve de ma vie aurait été de travailler dans l'humanitaire. Parce que j'ai une maman qui, au lieu d'aller jouer au bridge quand elle vivait avec mon père et qu'ils étaient à l'ambassade de France, avait décidé à 22 ans d'aller dans les bidonvilles avec sœur Emmanuelle. Donc elle lui écrivait ses discours pendant 3 ans et elle l'accompagnait partout. Mon rêve, c'était ça. Et puis quand arrive ce truc à 30 ans, je m'étais dit, allez, je fais mes enfants, et puis je vais aller, je les embarque une année, et on va faire quelque chose, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger. Oui, t'avais ce côté où tu t'es dit, je vais envie de profiter de la vie. Oui. Vu ce qui m'est arrivé, on ne sait pas ce qui peut se passer. Oui. Et j'ai eu une éducation très tournée vers les autres. Mais parce que déjà, mon enfance, je ne l'ai pas passé ici. J'ai vu plein de choses et plein de populations différentes, que on m'a toujours dit, on s'en fout d'où tu viens, qui tu es, ce que tu as sur ton compte en banque. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ce que tu as envie de transmettre et ce qui fera du bien à l'humanité. Les valeurs. Exactement. Vision, valeur. Moi, j'ai été biberonnée par ça. Donc, du coup, quand j'ai monté ça, ça aurait pu être autre chose. C'est-à-dire que, avant de monter ma structure,
J'avais déjà 6 contrats qui étaient arrivés. La première année, j'ai audité 240 startups dans le monde. Donc, malgré ton handicap, ça t'a pas empêché de travailler dur et de travailler fort, bien au contraire. Pendant ma convalescence, moi, je lisais un bouquin par jour. J'ai appris tout ce qui était algorithme sur Facebook. J'ai retenté de jouer de la musique, mais je peux plus. Mais j'avais fait 10 ans de conservatoire. Je bosse tout le temps. En fait, tu t'es dit, il est hors de question pour moi de m'arrêter là. Et il faut au contraire que je fasse mieux qu'avant, ou en tout cas que je retrouve ce que j'étais en capacité de faire. Mais moi, j'ai perdu un papa qui avait 37 ans, qui était un sportif, qui était non-fumeur. Du jour au lendemain. Si tu as la chance de vivre, c'est que tu as quelque chose à faire. À transmettre, en tout cas. Voilà. Tu n'es pas là pour le hasard. Voilà. On n'est pas là pour niaiser, comme diraient nos copains canadiens. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on coach, si on peut dire ça, des dirigeants de tout horizon, de tout pays, la culture n'est pas la même. Et est-ce qu'il y a un exemple d'une culture qui t'a vraiment marqué, à la fois dans ses valeurs, dans ses transmissions, ou un dirigeant ? Alors bien évidemment, dès qu'on part d'un autre pays ou d'un autre continent, faut aussi avoir cette lecture de je peux pas lui parler comme je parlerais à un compatriote français. Exemple, hier on me demande un avis pour une interview que je n'ai pas souhaité réaliser, et dans l'interview le sujet c'était Trump. Et moi j'ai répondu de manière très transparente, je suis française, je suis européenne, je vis en Europe. Quel est l'intérêt d'émettre un jugement sur quelqu'un qui n'est pas mon président et je ne vis plus aux États-Unis ? Donc l'objectif aussi, c'est de savoir rester à sa place. Moi, les cultures, et notamment il y a une culture actuellement qui moi, m'intéresse énormément, elle touche au continent Afrique, c'est la Centrafrique. La Centrafrique, un de mes premiers mentorés, qui actuellement est à Mayotte pour de la reconstruction, lui, son objectif, c'est de devenir le premier promoteur et bailleur social en Centrafrique. Il y a tout à faire. C'est-à-dire que nous, on se plaint de l'administratif. Là, il y a une population qui vit dans une guerre civile. Il y a d'autres pays à côté qui essaient de gangréner un petit peu. Il y a des fonds qui passent d'un côté comme un autre. Alors ça se passe dans le monde entier, hein. C'est pas que ce pays-là, hein, clairement. C'est hyper important de le dire, parce que c'est facile de faire un focus sur tel ou tel pays. Je suis désolée, hein, il n'y a pas un continent où ça se passe correctement. Hein. Et il décide, nous on se rencontre, il écoute une conférence alors qu'il est étudiant dans une école dans laquelle je donne des cours, mais j'ai pas son année. Il me recontacte un an après en me disant, je me souviens de vous, voilà ce que je veux faire, je rentre chez un gros bailleur social institutionnel, je veux vous voir. Il vient à des conférences en présentiel. 27 ans, il prend son premier mentoring. Ça fait 3 ans et demi qu'on est dessus. Et premier discours, aller pitcher dans les ambassades, aller faire tout un travail d'archives, puisque rien n'existe, ou en tout cas n'existe pas comme nous. On le vit. Et puis aussi respecter les habitants du pays, la fabrication, je dirais corporate, qui est la leur. Moi, je lui ai dit, c'est simple, je t'aide en Europe, je t'aide en Occident. Par contre, me propose pas de venir dans l'équipe corporate, parce que je te rappelle que cet endroit du monde a vécu ça et qu'il serait de mauvais ton de ramener quelqu'un comme moi. Mais ça, c'est de la culture aussi. Mais oui, donc ça va dans l'accompagnement, en tout cas, ça va très loin. Ah oui. Voilà, ça va très loin. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a, quand on parle de posture, etc., il y a comment, en tous les cas, je fais en sorte de ne pas me sentir imposteur, comment je fais en sorte de créer du lien, comment je fais en sorte que visuellement, économiquement, ma voix puisse porter et que mon modèle économique soit viable. C'est vraiment intéressant et je te remercie. Alors, également un petit conseil, parce qu'avec ton recul en business, comment j'ai une boîte française qui tourne correctement et tout d'un coup, je décide de me dire, je vais dupliquer mon modèle au Portugal, en Espagne, on l'a vu en immobilier avec des réseaux de mandataires. Quels seraient un peu tes conseils, en tout cas les méthodes, la méthode clé ou les étapes à pas rater ? Alors on a plein d'exemples. Si tu veux, moi je pense que la première des choses quand on a envie d'aller d'un pays à un autre, c'est de s'intéresser à la culture et au modèle économique du pays. On ne peut pas dupliquer d'un pays à un autre. On peut s'en rapprocher. On prend l'exemple. Là, tu m'as pris des exemples simples. Oui, c'est-à-dire que dans l'idée. France, Portugal, France, Espagne, c'est ce qui se rapproche le plus. C'est ultra simple d'un pays comme à un autre. Tu prends l'Italie, ça marche pas comme ça. Tu prends la Belgique, ça marche pas comme ça. Bah, la Belgique, je maîtrise bien, pour le coup. Voilà. C'est vrai qu'en Belgique, par exemple, dans l'immobilier, on n'a pas de mandataire immobilier, on peut pas en avoir, parce qu'en fait, c'est l'IPI qui gère, et pour être conseiller, il faut être carté, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Exactement. Donc le modèle économique n'est pas le même, je suis d'accord avec toi. En Allemagne, c'est pareil, il n'y a pas de notion de fonds de commerce, par exemple. C'est hyper important, et souvent, ce qui se passe, c'est
Mais ça, c'est les conquérants. C'est aussi les chefs d'entreprise. Mais ça veut dire que j'y vais. Mais en fait, non, il faut vraiment bien... Mais si je rebondis, ça veut dire que tu es obligé d'avoir une grosse étude de marché en préambule. Ce que tu veux dire, au fond, c'est qu'il faut surtout pas se lancer sans connaître, à minima, les codes, les coutumes et les couleurs du pays où on veut s'implanter. Alors, je vais te prendre un exemple qui est hyper probant et qui est chez nous. Je ne vais pas citer la marque. Malgré un travail très important sur un autre continent, et ça, c'était bien avant, moi, que je me lance sur Realtech, ils se sont plantés. En ayant payé quelqu'un du pays sur une étude de marché. Et aujourd'hui, c'est un bouillon. Je comprends. Donc, là, c'est l'ancienne étudiante en sciences humaines. Moi, mon premier diplôme, c'est histoire, géo, sociologie, démographie. Des stats. Des stats, vous déplacez. Il y a l'idée qu'on se fait d'un pays et qui est complètement à l'opposé peut-être de ce qu'on va vivre là-bas. Oui, c'est la différence qu'on a généralement entre la théorie et la pratique. Exactement. Par rapport à ça, moi, j'ai beaucoup rebondi et dans beaucoup d'interviews que tu as faites, je me suis permis de m'instruire un peu. Tu parles beaucoup de communication. Et avant de parler d'influence, de communication, et notamment pour les dirigeants, tu dis maintenant que la visibilité et la communication, c'est presque l'acte numéro 1 que doit avoir un dirigeant, dans sa posture, dans sa façon d'être. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Bien sûr, c'est plutôt simple. Essayez de vous rappeler ou de penser 2 secondes aux personnes que vous admirez. En général, ces personnes, elles ont toutes quelque chose. Elles incarnent. Et l'incarnation, c'est quoi ? C'est avoir une vision, des valeurs, savoir les exprimer et ne pas déléguer quand on s'exprime là-dessus. Et une fois qu'on a fait ça... Quand tu dis ne pas déléguer, ça veut dire que la personne ne doit pas travestir qui elle est ? Exact. Alors il y a ça. Et puis, après, on peut déléguer une partie de sa com, envoyer des personnes lors des interviews. Mais le vrai porte-parole, c'est le dirigeant. Parce que s'il n'y va pas, s'il délègue trop, il n'y a pas de leadership. Et c'est s'entourer des bonnes personnes et qui sont plus experts sur des sujets qui sont très techniques, mais garder en tout cas l'aura, la voix et la vision. Et c'est marrant que tu dis ça parce que je trouve souvent, j'ai fait 10 ans de session d'entreprise, plus de 10 ans même, je trouve souvent que ce qui manque, souvent à nos dirigeants, c'est de la vision d'entreprise. On ne parle pas de l'État, on ne parle pas de la politique actuelle, c'est pas l'objectif, mais je reviens un peu sur cette vision et je trouve souvent que même pour des collaborateurs, présenter la vision de l'entreprise où on sera à 1 an, à 3 ans, à 5 ans, le cap, c'est ultra rassurant en vrai. Alors c'est rassurant, c'est une question de respect, c'est une question de confiance. La problématique qu'on a nous en France, et on n'est pas les seuls, et c'est peut-être la différence avec les anglo-saxons, bien que les Italiens, eux, le disent, pour y avoir vécu, c'est qu'en transmettant les chiffres, on a l'impression qu'on leur donne accès à des chiffres auxquels normalement ils ne devraient pas avoir accès. Et moi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que quand on énonce une vision avec un business plan, dans 1 an, je nous vois là et on va faire ça. Dans 3 ans, on est là, tadada. C'est tel chiffre. C'est comme quand on se met au régime. Si tu sais pas le nombre de kilos que tu veux perdre avant, ton régime, il marche pas. Bah, je pense... C'est joli ça. Mais je pense que... Ouais, je suis d'accord. Il faut le dire, il faut dire les choses. C'est pas honteux d'avoir une vision chiffrée, et c'est rassurant en fait pour les confrères, les consoeurs qui sont sur le terrain, pour les confrères et consoeurs qui font partie de l'équipe corporate. Je pense que faut rejouer collectif. Mais pour jouer collectif, faut un capitaine d'équipe. On en a besoin. Faut un meneur, une meneuse. Faut un chef d'orchestre. Voilà. Très bien. Alors maintenant, si je vais plus loin avec Realtech, et quand on réfléchit, souvent, j'ai vu un petit peu ce que tu faisais, t'es un peu la femme de l'ombre, en réalité, des dirigeants, etc., en prise de parole, en coaching, en accompagnement, en vision. Et pour autant, t'es une influenceuse assez importante aujourd'hui. Je crois que ta voisine pratiquement les 940, voire 1 million d'abonnés sur Insta. C'est énorme. Comment tu l'expliques ? Et comment tu t'es dit à un moment, en réalité, je suis exposé, parce que médiatiquement, tu l'es. Qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Est-ce qu'il y a des choses par rapport à ton handicap où tu t'es senti obligé de te mettre en protection ? Est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a des choses qui allaient trop vite ou pas du tout, t'en as fait complètement abstraction ? Et est-ce qu'au quotidien, parce que dans l'immobilier, on est un peu par moment dans un milieu un peu masculin, si je puis dire, et pourquoi pas même un peu empirique par une certaine approche sur quelques années en arrière, comment tout ça tu l'expliques et comment tu as réussi en fait à percer, parce qu'il n'y a pas d'autres mots dans les faits ? Parce que je suis une des rares à parler plusieurs langues et que je les utilise plus que les autres, c'est tout. Alors ça déjà, ça c'est pas mal. Tu parles combien de langues aujourd'hui ? Alors, je travaille en anglais, en italien, en allemand. Le français, c'est ma dernière langue.
et je parle un petit peu irakien, mais je ne veux plus l'utiliser. D'accord. Bon, bah là, j'ai rien à dire. Voilà. Juste bravo. Mais ça aussi, ça vient de mes parents. C'était apprendre Oui, parce avant les que 7 ans. tu voyageais beaucoup, choses comme ça. J'avais un papa qui parlait 9 langues et qui écrivait, qui lisait le Coran, qui lisait la Torah. Une maman qui parle 4 langues. Oui, donc en réalité, ça s'est fait dans la transmission. Mes dessins animés enfants, avant 7 ans, il n'y en avait pas un français. Hein. D'accord. Et j'ai appris le français à Marseille. Et je les remercie d'ailleurs. D'accord. Droit au but. C'est marrant, mais alors justement, quand on dit que tu es une influenceuse IMO, ça te plaît ou ça t'agace? Alors, le mot français me plaît pas. D'accord. Donc tu le dirais comment? Je dirais que je suis plus un bâton en mode tuteur, mais l'influence, alors oui, je fais de l'influence intellectuelle, ça c'est sûr. Mais à côté de ça, tu vois, j'ai fait 2 placements de produits sur toute ma carrière. Je fais plus du placement d'êtres humains, dans le sens où j'ai un carnet d'adresses qu'on m'envie depuis des années, et je mets les gens en relation en disant « T'es bon là-dessus, toi t'es terrible là-dessus ». Matching. Allez, débrouillez-vous, faites-moi du grand. Et toi qui reçois des messages régulièrement de moi, et tu vois, vous êtes beaucoup à écouter, à m'avoir aussi, à avoir mon numéro de téléphone, je termine souvent mes WhatsApp par « faites-moi du grand ». C'est vrai. Moi, je dis toujours reculer n'est pas une option. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a une baseline. Alors, pour toi, l'influence immobilière, il y a 10 ans et il y a maintenant, c'est quoi? Oula, il n'y en avait pas il y a 10 ans. Alors, il y en avait sur d'autres continents. Nous, on a été très en retard. En France, grosso modo, l'influence immobilière, c'est 2021. Alors que les États-Unis... Donc, en fait, le Covid nous a aidés. Oui, mais parce qu'on s'est enfin posé et que, à l'époque... Moi, je me rappelle de la signature électronique. Oh là là, mais arrête. Quand déjà, on voulait mettre les gens sur les mandats et la signature électronique, c'était déjà catastrophique. Mais pourquoi on s'est loupé sur l'arrivée d'Internet quand on était dans l'IMO à cette période-là. Tout le monde disait ça remplacera jamais une vitrine. Erreur. Là, alors j'ose espérer qu'on va pas se planter sur l'IA. Je trouve qu'on part un peu dans tous les sens là actuellement en France, alors qu'on a des bons techeurs et des bonnes techeuses là-dessus. Mais là, on commence à refaire exactement, à retomber dans nos écueils. Et je suis pas certaine. Ouais, alors moi je reviendrai sur un sujet qui est très simple, la colonne vertébrale, la vision, la stratégie. Oui, je pense que l'IA doit être là et au service d'une colonne vertébrale, d'une stratégie, d'une vision entrepreneuriale. Si justement il y en a pas, ça partira dans tous les sens. Mais tu vas voir ce que je te dis. On prend le pari. Je parie rarement, comme ça au moins je ne vais pas perdre. Mais je l'entends. Voilà, on pariera un café, mais je vois des choses là actuellement. Alors après, on en revient à la question que tu as posée précédemment. Est-ce que c'est parce que c'est un monde qui est dit d'hommes, ce qui est faux, parce que on est quand même toutes dirigeantes confondues. Donc là, je prends les mandataires, les vrais indep. Je prends les femmes de la construction. Et Dieu se sait que... Je suis d'accord avec toi. Par contre, dans les faits, dans les grands réseaux... Mais pas. Oui, et dans les grands réseaux aujourd'hui... De commercialisation. Je suis d'accord, mais dans les grands réseaux, souvent, tu t'aperçois qu'arrivé au CODIR, au COMEX, t'as quand même beaucoup moins la parité aujourd'hui. Et c'est pas propre à l'immobilier. On a des segments d'activité où on essaye de faire les choses, alors sur des métiers digitaux, marketing, etc. Mais attention, la parité, moi je veux une parité de niveau. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Pas une parité de genre. Oui, on est d'accord. Je veux les meilleurs. Si une femme est meilleure qu'un homme, c'est sa place. Mais on est aligné là-dessus. Voilà. Ah oui, non, mais il n'y a pas de sujet. C'est abîmer finalement le travail de celles qui sont cohérentes. Et puis c'est pas juste par rapport à ceux qui ont un meilleur niveau que nous aussi. Et aujourd'hui, j'ai remarqué, peut-être t'es une personnalité plutôt franche et sincère. Donc t'as tes coups de cœur, t'as tes clashs. Est-ce que par exemple, on parle du handicap, est-ce que c'est arrivé que tu te clashes avec quelqu'un, un dirigeant ou quoi que ce soit, dans l'immobilier, sur sa façon de gérer les exclusions, de gérer le handicap, la sexualité, le genre, des choses comme ça, ou pas du tout ? Oh oui, c'est arrivé. Alors sur le handicap, on m'a rétorqué, mais ça c'était avant Realtech, donc je vais pas le citer parce que j'ai pas envie que ça se termine au tribunal. Sur la journée non, on va pas le citer. Voilà, sur la journée du handicap, je lui dis mais en fait on n'est pas du tout dans les clous. Il me répond c'est pas grave, on vous a déjà vu. D'accord. Voilà, donc belle ambiance. Il était servi avec toi, non ? Oui, il a été bien servi. Et puis après, tu as sur le respect de l'autre. Pour moi, c'est même pas de l'inclusion, c'est le respect de l'autre. Moi, j'ai eu le plaisir d'engager une femme qui avait survécu à 3 cancers du sein.
Alors on a mis beaucoup de temps parce que je voulais qu'elle vérifie, parce qu'il y avait besoin d'une assurance, parce que ne pas la mettre en difficulté, elle a cartonné. J'ai vu des cas de racisme. Moi, j'arrivais en réunion, on me parlait de moi et mon équipe de foot. C'est dommage, c'est les meilleurs brokers du réseau. Donc on se dit quoi ? Mais tu vois, des choses. Et puis, la journée, enfin la Pride, faut aller à la Pride pour faire la photo. Non ! Si vous n'avez pas la conviction, enfin les gens ne sont pas bêtes. Si vous êtes vrai, on le sait. Si c'est de la posture... Oui, ce que tu veux dire en réalité, c'est qu'en attendant, ce que tu ne supportes pas, c'est ceux qui tentent de se travestir. Mais on le sait très vite. Voilà, et plus je vieillis, vous voyez mon nez. Oui, mais c'est l'expérience. Ça arrive là. J'entends. Bah merci pour cette partie-là. Alors, au-delà des briques, on parle souvent aussi un peu immobilier, investissement. Et si tu avais un peu une baguette magique ou des conseils à donner aujourd'hui, tu ferais quoi ? Tu dirais quoi à des jeunes auditeurs ou à des personnes qui sont primo-accédants ou qui veulent se lancer dans l'immobilier ? Est-ce que tu penses qu'investir en résidence principale, c'est toujours quelque chose d'important en France ? Est-ce que tu penses qu'au contraire, on doit rester en location et pourquoi pas faire des investissements à côté en locatif ? Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de dire faut faire ci, faut faire ça. On a perdu le véritable objectif qui est le client. Si une personne a envie de faire un truc, elle le fait. Qui je suis, moi, pour lui dire fais ci, fais ça. Moi, je suis ravie de voir la pétence qu'ont les Français sur notre secteur et sur le sujet. Par contre, si je pouvais leur donner un conseil, il est très simple. Arrêtez de me regarder les tutos YouTube de pseudo-influenceurs, et je vais rester correcte, qui n'ont jamais fait d'immobilier de leur vie, et qui, au bout de 6 mois, sont à Dubaï, ne sont pas référencés. Vous ne retrouvez pas le nom des sociétés. Vérifiez avant d'investir. Et le vrai conseil, et que je vais tenir encore demain lors d'une conférence, pour un premier sujet sur l'IMO, choisissez un acteur, une actrice de l'IMO qui est réputé. Après, peu importe que vous décidiez par la suite de le faire de manière professionnelle ou individuelle, mais au moins, vous saurez ce que c'est et le bon chemin. Moi, je dis toujours en rigolant que si on commençait tous par un bilan patrimonial avec une stratégie patrimoniale propre en fonction de ses revenus, ses besoins, ses appétences, déjà, ça serait pas mal. Deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui, depuis 10 ans, la seule variable qui n'a pas changé, c'est à peu près 30 à 35% du marché qui échappe aux professionnels de l'immobilier, alors qu'il n'a jamais été aussi difficile d'acheter un bien dans de bonnes conditions et en étant bien conseillé. Donc je pense qu'aujourd'hui, le vrai travail de nos agents immobiliers au quotidien, c'est de redonner confiance au client final. Et de ne pas s'amuser à se faire une guerre qui ne sert à rien, une guerre de chapelle qui dessert plus qu'il ne sert notre métier. Moi, je pense qu'on a dit, et tu le sais, tu as vu un post passer là-dessus, j'entends souvent faut redorer le blason des agents immobiliers. Moi, je pense que c'est même pas ça. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a jamais créé finalement, on s'est jamais posé, on a fait du fric sans grande conviction, parce que comme moi, tu as connu plusieurs générations de patrons de l'IMO, hein. Mais il est peut-être temps de proposer enfin au grand public la personne qu'ils attendent en face. Et peu m'importe qu'on soit indep, qu'on soit pas indep, ça c'est le choix encore du client. Oui, mais on en revient à quelque chose d'important. Il y a 10-15 ans en arrière, on travaillait à l'agence. Le panneau devait être à l'agence, le numéro de téléphone, ça devait être de l'agence, parce qu'on avait des dirigeants qui avaient peur de leur ombre. Aujourd'hui, moi je le dis plus que jamais, le client, il a besoin de localité, il a besoin d'expertise. Donc celui qu'on doit mettre en avant, c'est la collaboratrice, c'est le collaborateur, c'est lui qui crée le lien. On ne choisit pas une banque pour une banque parce qu'en réalité, ils ont plus ou moins tous les mêmes tarifs. On choisit quelqu'un, on choisit notre partenaire bancaire parce qu'on a ressenti quelque chose, une alchimie, des valeurs, une conviction. Authenticité et incarnation. Exactement. Et dans l'immobilier, c'est la même chose. On doit tout simplement aujourd'hui, plus que jamais, faire comprendre à nos conseillers et à nos conseillères qu'ils sont la première vitrine d'une entreprise et de la leur. Et je pense que la grande différence, elle est là. Je ne sais pas si tu partages. Alors, bien sûr qu'elle est là. Et on revient sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Souvenez-vous, rappelez-vous des gens qui comptent pour vous et que vous admirez. Ils incarnez. On vit IMO, on incarne l'IMO, même si on a une vie à côté. Et ça, c'est tout à fait normal. Par contre, on le fait bien. Il y a des images. Moi, ce matin, j'étais à un salon. Le truc, c'est qu'il y a une image délétère. Mais il y a des postures que je ne pensais plus voir et que je vois. Tu retrouves. Et là-dessus,
c'est même pas une question de formation. Je pense que là, c'est une question de caractère. Et tout le monde n'est pas forcément fait pour l'IMO. Par contre, celles et ceux qui le font bien et qui y restent, ils méritent d'être plus visibles que ceux qui nous abîment. J'entends. Pour terminer, si tu devais me citer un livre ou un podcast qui t'a marqué, ça serait quoi ? Alors qui t'a bouleversé dans ta façon de faire du business ? Il est très simple. Alors, non, je vais t'en citer deux. Je vais même être généreuse parce que je vais citer un Américain et un Français. C'est deux livres qui parlent de deux dirigeants. Alors, le premier est américain. Il s'appelle No One Succeeds Alone. C'est Robert Reffkin, qui est le cofondateur d'un petit groupe juste coté à Wall Street. Donc, c'est le groupe Compass. C'est son histoire à lui. C'est l'histoire de la montée en puissance de cette société avec des hauts, des bas. Et c'est sa vision pour la suite. Et il parle beaucoup de ses équipes. Et l'autre, c'est 3 Allez Vauban de René Munzica, qui est sorti l'année dernière, et j'ai eu le plaisir de préfacer, qui est un des rares bouquins qui parle un peu de technique, mais qui parle de toute une époque de l'immobilier d'entreprise et commercial en France, qui raconte le racisme, parce que René, c'était le premier économiste de la construction noire en France. Il a fini associé de Cushman et Wakefield. Il travaille pour la France et pour l'Afrique. C'est une personne extrêmement reconnue, et en fait, qu'ont ces livres en commun ? Très simple, c'est que pour une fois, c'est pas que du charabia technique. On est avec une grosse part de biographie. Et moi, j'ai besoin de livres, quand j'enseigne en école, d'histoire. C'est ce que tu disais en préambule. Mais oui, il faut... Parce que de la sincérité, il faut incarner. Et c'est le livre le plus vendu cette année, et loin devant les autres. Vous le trouvez même dans vos grandes surfaces. Parce que sinon, j'aurais l'air comme si je cite les marques. Julie, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Je rappelle qu'on retrouve Julie Doirin sur tous les réseaux sociaux. Voilà, un podcast présenté par Xavier Belvaux, Winvest. N'hésitez pas à le regarder en replay. Et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.